Donc aujourd'hui, 26 novembre 2015, nous célébrons les 50 ans du lancement du satellite Astérix, qui a fait de la France la troisième puissance spatiale mondiale. Et à mes côtés, Michel Janin, qui a participé, qui a été un des acteurs de cette grande aventure, et qui a participé d'une façon un petit peu originale, parce que vous n'avez pas construit le satellite, vous n'avez pas construit la fusée, mais c'était pas moins important, vous avez transporté quelque chose de quand même primordial. Et comment l'avez-vous transporté ? Et ça n'a pas été simple. Je viens ici parce que moi je faisais mon métier, mais pour rendre hommage à un technicien dont je ne connais pas le nom. On est parti d'Orléans, on est venu le chercher à Toulouse, et on est allé à Bordeaux chercher le troisième étage de la fusée Diamant. Et cette fusée Diamant était à poudre, et cette poudre était sensible. Elle n'aimait pas les changements de température. Ce qui fait qu'il y avait avec nous une machine, mais qui consommait trop, qu'on ne pouvait faire marcher qu'aux escales, pour maintenir, au cas où, à une escale, la température optimale, parce qu'autrement ça devenait instable. Et vous savez qu'un explosif, une poudre instable... Ça explose. Précisons, c'était un transport en avion. C'était un transport avec un avion dont je vais vous parler. Cet avion, c'était le Nord Atlas. Un avion qui avait ceci de particulier, c'est qu'il avait deux moteurs de 2000 chevaux et normalement, qui emportait 5090 litres d'essence et qui pouvait normalement voler sur un moteur. Quand l'autre hélice se mettait dans ce qu'on appelle en drapeau. Alors, on charge notre étage de fusée avec notre technicien, on part, et au bout d'un quart d'heure de vol à peu près, un moteur tombe en panne et on a eu beaucoup de mal à arrêter l'autre hélice, ce qui fait qu'on ne pouvait pas tenir l'horizontale. On descendait. Perdait d'altitude donc. Eh bien, on descendait, on perdait d'altitude et on était au-dessus de Bordeaux et on est arrivé à se jeter sur l'autre piste de Bordeaux et au moment où on arrivait à se poser, on a croisé un mirage qui remettait les gaz. Ce qui fait que avec notre troisième étage de fusée, nos 5000 litres d'essence et le mirage qui devait... on a failli faire un très très grand trou au milieu de Mérignac. Par bonheur, c'est bien passé. Mais par contre, on a changé d'avion. Notre technicien, le pauvre, est reparti pour réchauffer sa fusée. Et on est reparti le lendemain. On est parti sur Amaguir, mais vent de sable à Amaguir. Donc on a fait demi-tour et on est allé se poser à Bousfer, qui était un terrain en Algérie. Et ce pauvre homme, il transpirait, et c'est pas parce qu'il faisait très chaud, c'est parce que la température de sa fusée, de son deuxième étage, changeait. On a eu beaucoup de mal à trouver une possibilité de remettre à la température nécessaire. Et le lendemain, on y est arrivé, par bonheur, autrement je ne serais pas là. Et le danger, lendemain, soyons clairs, le danger c'était l'explosion. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'y avait que les avions militaires qui pouvaient faire ça, parce que les avions civils auraient dû payer des assurances assez fabuleuses. Vous imaginez bien. C'est pour dire que le lendemain, on est reparti sur Amaguir. Mais il faisait très mauvais, c'était urgent pour emmener ça, donc on l'a mené. Et je pensais à ce pauvre homme qui nous avait vu être en panne, faire demi-tour et repartir à Amaguir. On était dans les nuages, il y avait des vents de sable, donc des grosses turbulences. Quand on connaît cet avion, les vibrations, le bruit qu'il y avait dedans, je pensais à cet homme et je suis persuadé que quand il est arrivé à Amaguir, plus personne n'a pu le faire montrer dans un vieux Nord Atlas. Et je voulais donc dire que peu de temps après, j'ai été très fier d'apprendre qu'on devenait la troisième puissance capable de mettre un satellite. C'était une grande fierté et je suis très content qu'actuellement la France se commémore cet événement parce que on peut être fier d'être français, c'est pas n'importe quoi, parce qu'on a parmi nous des ingénieurs capables de faire des choses remarquables et sans être nationaliste, c'est-à-dire se refermer sur nous-mêmes, mais bien au contraire. Mais je pense qu'on a le droit, comme
d'être patriote et fier de ce que nous avons fait et ce que les successeurs feront. Est-ce qu'il y a 50 ans, vous imaginiez l'importance stratégique d'être indépendant au niveau spatial? Oui, parce qu'il y a 50 ans, le général de Gaulle avait expliqué quel était son but. J'étais dans l'armée, donc on comprenait bien quels étaient les enjeux, quelle était l'importance d'être nous-mêmes et d'avoir une voix dans le monde. Donc on comprenait très bien l'importance que ça avait et on trouvait normal qu'on fasse des sacrifices au niveau des impôts et tout ça. Mais maintenant, transporter ça ou autre chose, c'est vrai que c'était dangereux. Mais bon, on ne rentre pas dans l'armée si on crée un peu trop le danger, quoi. Autrement, il y a beaucoup d'autres carrières qui sont tout aussi valorisantes et un peu moins risquées. Un peu moins risquées. Donc, mais par contre, les militaires, comme les autres, aiment bien être un peu mieux payés, payer un peu moins d'impôts. Mais bon, il y a un prix à toute chose. Qu'est-ce que ça vous fait 50 ans plus tard de retrouver la maquette de ce que vous avez indirectement transporté? Vous avez participé. Je ne la retrouve pas, parce que la maquette, n'étant pas explosive, n'était pas forcément transportée par l'armée. Et donc, cette maquette qui n'était pas dangereuse, c'est pas nous qui l'avons transportée. Moi et mes collègues, eh bien, on a transporté les trucs qui étaient explosifs. Parce que les assurances, mais là, on peut très bien assurer un avion qui porte ça. En tout cas, on a l'impression que ça reste un de vos plus beaux souvenirs professionnels. C'est un souvenir professionnel parce que c'est rare que dans une seule mission, on ait autant d'ennuis. Oui. Et qui aurait pu retarder le vol, voire même l'annuler. Oui, au lieu d'arriver le premier comme prévu, on est arrivé le 3. Et dans un très mauvais temps. Et d'habitude, il faut dire que c'était un avion assez remarquable. Il avait une particularité qui étonne parfois, c'était des moteurs à piston, mais qui n'avaient pas de soupape. Bon, tiens. Je ne sais pas si la technique vous intéresse, mais c'était parce qu'il y avait des chemises louvoyantes qui faisaient comme ça, qui ouvraient et qui fermaient des lumières qui servaient de soupape. Mais une solution techniquement élégante, mais est-ce que c'était fiable? Ça, je ne sais pas. Oui, c'était relativement fiable. Mais à l'époque, les avions, la fiabilité des avions de l'époque et la puissance des avions de l'époque n'a pas de comparaison. Le Transal, qui n'est pas un avion très jeune, puisqu'il est question de le remplacer, lui, il a 2 moteurs de 6000 chevaux. Oui. Ça ne joue pas dans la même catégorie. Donc ça change un peu d'échelle. Et avec cet avion assez petit, transporter cet étage de fusée, il n'y avait pas beaucoup de rab et c'était compliqué et il fallait que ça se passe bien, autrement. Vous voulez dire que vous étiez en limite de capacité pratiquement, hein? On était en limite de capacité compte tenu du fait qu'on allait loin, qu'il fallait mettre les pleins complets, et en limite de centrage compte tenu du fait qu'il fallait prévoir l'appareil pour la réchauffer ou refroidir pour maintenir les températures qui allaient bien. Donc j'ai tendance à penser qu'à l'époque, le principe de précaution n'était pas inventé. Mais on a survécu et tout va bien, quoi. Eh bien écoutez, bravo, voilà un aperçu fascinant de la petite histoire qui a permis à la grande histoire de se réaliser. Merci beaucoup.